Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Les Britanniques sont sur le point de se prononcer le 23 juin sur leur maintien ou non dans l'Union européenne. Les sondages les plus récents ont mis en relief une forte polarisation entre deux camps sensiblement égaux. Quelle que soit l'issue du scrutin, quel sens donner à cette consultation? Quelles en seront les conséquences tant pour l'Europe que pour la Grande-Bretagne? Et plus fondamentalement, quelle en sera la conséquence sur l'idée que l'Europe se fait d'elle-même? Le point avec Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, grand jour le 23 juin, enfin, grand jour que tout le monde craigne ou espère. Oui, en fait, c'est l'occasion... Dans un contexte où, où l'Union européenne est en crise durable depuis quelques années, on pourrait dire depuis toujours si on est sceptique, les Britanniques sont ceux qui se sont toujours posé le plus de questions sur leur appartenance même à l'Union. Au point même, ils n'en ont pas adopté la monnaie, par exemple. Et... Pour quelle raison? Parce que je crois que les Britanniques ne se sentent jamais complètement européens. Ils appartiennent à la fois à la civilisation européenne, mais aussi à ce qu'ils appellent la civilisation atlantique, au monde anglo-saxon, au peuple de langue anglaise. Donc, ils se voient comme ayant un pied en Europe et un pied ailleurs, je crois. Il n'y a pas aussi une tradition parlementaire qui est typiquement britannique et qui voit toute intrusion, mais la plus petite parcelle d'intrusion politique comme une violation du parlementarisme qu'ils ont inventé, si on accepte la parenthèse islandaise. C'est certainement un élément qui participe à la définition de l'identité britannique, et il y a donc cette jalousie de décider pour soi-même. Or, la question traversait depuis plusieurs années le débat politique. Finalement, David Cameron a été élu sur la promesse d'organiser un référendum, sans nous dire à l'origine exactement dans quel côté il s'engagerait. Et finalement, puisqu'il a réussi à arracher de son point de vue quelques concessions à l'Union européenne, si l'Angleterre reste, Cameron va être hyper renforcé. Il va renforcer la position britannique dans l'Europe. Bien sûr. Mais de l'autre côté, il y a ceux pour qui l'Europe est une mauvaise aventure qui doit se terminer maintenant, parce qu'elle aliénerait fondamentalement la souveraineté des peuples, et le camp du Brexit est dirigé pour l'essentiel par Boris Johnson, qui n'est pas une figure politique marginale. C'est l'ancien maire de Londres. L'ancien maire de Londres, qui n'est pas une figure politique marginale comme Nigel Farage, qui dirige le UKIP. Qui lui est tout à fait contre l'Europe. United Kingdom Independence Party, qui était le représentant, on pourrait dire, de l'aile droite du thatcherisme. Ce n'est pas un parti d'extrême droite, contrairement à ce que disent certains analystes trop pressés, non plus qu'europhobe, mais résolument eurosceptique. Quoi qu'il en soit, le débat est très, très, très polarisé en ce moment. Et à travers ça, évidemment, c'est la question de la souveraineté qui se pose pour la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, peut-elle regagner sa souveraineté comme État-nation à part entière qui n'est plus engagée dans l'entreprise européenne? Et est-ce que ça risque de faire un effet domino en Europe chez les autres nations européennes qui auraient la tentation peut-être de ressaisir aussi leur souveraineté? L'Angleterre entre dans l'Europe en 73. Mais elle n'a jamais adhéré, c'était très clair chez elle, à un projet politique. Elle a toujours vu l'Europe comme un grand marché. Et c'est pour ça que l'Angleterre était une fervente défenderesse, si j'ose dire, ou partisane de l'élargissement sans fin de l'Europe pour augmenter le marché, le commerce. Il n'a jamais été question chez eux de politique. Pour les Britanniques, effectivement, la Grande-Bretagne, l'Europe, pardonnez-moi, c'est un grand marché. Le principe du libre-échange. Bon. Chez d'autres peuples, l'Europe a une portée plus grande. On pourrait dire pour une tradition fédéraliste européenne qui remonte avant la guerre, de ce point de vue, l'Europe, c'est l'occasion de reconstituer politiquement le monde chrétien, en un sens. C'est transcender les fractures historiques de l'Europe pour réunifier politiquement sous une forme nouvelle, presque une inspiration impériale. C'était exactement la vision des pères fondateurs, en général, C'était la vision de l'aile démocrate-chrétienne des pères fondateurs. Ça, voilà. Il y avait aussi la branche socialiste qui voyait dans l'Europe une forme d'internationalisme, l'occasion de créer un moment internationaliste. Depuis les années 90, cela dit, l'Europe a transformé sa définition d'elle-même, considérablement. Depuis quelles années? 90, les années 90. Après la chute du mur de Berlin, tout change d'une certaine manière. Après Maastricht. Et dans le cadre de Maastricht, on voit l'Europe se redéfinir de plus en plus, non plus comme la constitution politique d'une civilisation, mais plutôt on la définira strictement par des valeurs universelles, libérales, donc l'économie de marché, l'état de droit, l'état social. Mais la définition de l'Europe faisait en sorte que n'importe qui, théoriquement, pouvait adhérer à l'Europe. Je dirais, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Québec, le Canada, selon la définition ce qu'on appelle les critères de Copenhague, auraient pu finalement rejoindre l'Europe. C'est pas
la faille de toutes les théories ou les visions qui se disent internationales, universelles, ce qui fait qu'elles englobent tellement que finalement elles finissent par s'écraser sur elles-mêmes. Il y a eu un moment révélateur, c'est 2005. Le référendum sur la Constitution européenne. En France? Oui, et aux Pays-Bas. Oui, aussi, mais surtout en France. Donc le débat a porté entre autres sur la question est-ce qu'on doit incorporer ou non, intégrer ou non à la Constitution européenne la référence aux racines chrétiennes de l'Europe. Et on s'y est opposé finalement moins par esprit de laïcité que par l'idée que ce serait discriminatoire à l'endroit des musulmans et que théoriquement est-ce que ça ne risquerait pas de limiter la possible entrée de la Turquie en Europe. Et derrière ça, il y avait surtout cette idée que l'Europe devait être strictement universaliste. Elle ne devait pas avoir de frontières substantielles. Ces frontières devaient être... racines. Pas de racines. Elle ne devait avoir que des frontières circonstancielles, c'est-à-dire toujours appelé à se repousser d'une manière ou de l'autre. Donc, elle irait jusqu'à l'Afrique du Sud, jusqu'au Japon, on serait européen, vous et moi. L'Europe était une utopie globaliste, à bien des égards. C'est ça, voilà. Or, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on a cru, les nations n'étaient pas des constructions sociales friables, mais des réalités historiques profondes, et que la Grande-Bretagne est une de ces réalités historiques profondes, eh bien, ressurgit inévitablement ce désir d'être responsable de ses propres affaires. D'autant que l'Europe est à bien des égards à une tentation autoritaire, souvent, au nom des droits de l'homme, au nom dans d'autres cas, c'est au nom de la liberté du commerce, une volonté quelquefois de démonter les traditions nationales, de démonter les traditions culturelles nationales, de déconstruire les identités collectives. Alors, je comprends très bien cette méfiance croissante des peuples à l'endroit de cette espèce d'oligarchie européenne qui, finalement, voit dans l'Europe un moyen de maximiser sa puissance, mais a rompu les liens avec les nations qui la constituent. Le nationalisme britannique, puisqu'on parle du Brexit sur le référendum qui aura lieu le 23 juin, Mathieu Bocoté, est-ce que le nationalisme britannique est comparable au nationalisme? Il y a des nationalismes, évidemment, dans chaque pays, mais au nationalisme allemand, français, espagnol, italien. Est-ce que l'Angleterre, par le fait qu'elle est une île, qu'elle a dirigé un empire, qu'est-ce qu'elle parle la langue, la lingua franca, son nationalisme me semble différent dans son essence que d'autres nationalismes européens. Il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire que je dirais que le souverainisme, je sais pas comment on peut comme ça, ou un certain patriotisme a été moins disqualifié en Grande-Bretagne qu'il ne l'a été ailleurs. On a fait quelquefois la comparaison entre Madame Thatcher, par exemple, et le général de Gaulle. C'était une comparaison exagérée, évidemment, mais là où elle n'était surtout pas fausse... Surtout qu'il n'y avait pas de sac à main, lui. C'est le moins qu'on puisse dire, mais là où il y a la ressemblance avait une certaine pertinence, c'est que pour eux deux, l'Europe était seconde par rapport à la nation qu'il gouvernait. Voilà. Et je pense qu'il y a effectivement une singularité du nationalisme britannique, c'est-à-dire c'est un nationalisme moins pénitentiel, qui a une forme de conscience de la prétention, en fait, britannique, avoir un mode de civilisation original qui mérite d'être maintenu, bien que le pays ait été aussi marqué par l'immigration de masse et tout ce qu'on sait. Mais il n'y a pas vraiment de voisins immédiats contre lesquels on peut se positionner, parce qu'il y a de l'eau autour. Bien que le référendum, en ce moment, met en scène des tensions à l'intérieur même de la Grande-Bretagne. Des tensions entre le peuple et les élus, surtout. Pas seulement. Et aussi entre l'Angleterre, et les peuples celtiques, donc les Écossais, les Gallois, pour l'essentiel. Les Irlandais aussi. Les Irlandais aussi. Mais je mets principalement l'accent sur les Celtes et les Gallois. Et là, ça me fait d'ailleurs donc, chez les Écossais, il y a une opposition au Brexit et il y a une adhésion à l'Europe. C'est une espèce de paradoxe. Oui. Alors, si l'Angleterre quitte l'Europe, l'Écosse qui vient il y a pas longtemps de rejeter d'un quart de poil l'indépendance, tiens, nous aussi, on va être indépendants. Oui, en fait, c'est le paradoxe. C'est-à-dire, on va quitter la Grande-Bretagne pour pouvoir rejoindre l'Europe. Donc, c'est une espèce de jeu de domino étrange. Ce qui m'a amené, cela dit, à faire une petite, à tout le moins, c'est ma blague de l'année. Quand je dis, parce qu'on voit les grandes puissances financières dénoncent en ce moment la possibilité du Brexit. Et les peuples celtes s'opposent pour l'essentiel au Brexit. Alors, je me disais à la blague que si jamais le Brexit perd par quelques votes, Boris Johnson pourra dire le soir c'est vrai qu'on a été battu, mais dans le fond, par quoi? Par l'argent et le vote celtique, essentiellement. Johnson Parizeau. Vous savez, l'histoire de l'Écosse fait penser à Mary Queen of Scots, ma Marie reine des Écossais, qui voulait que l'Écosse se rattache plus à l'Europe qu'à l'Angleterre. Le problème, c'est qu'ils ont l'Angleterre entre l'Europe et l'Écosse. Oui, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment
les réalités nationales sont profondes. Moi, c'est ce qui me fascine. Elles sont œuvres de l'histoire. Elles ne sont jamais des constructions purement rationnelles. C'est-à-dire, il n'y a jamais aucune frontière qui en elle-même est si définitive qu'elle ne pourrait pas être questionnée. Et pourtant, nous les acceptons parce que certains sens de la finitude, c'est-à-dire des frontières sont là, à travers elles, une communauté politique a pris forme et ainsi de suite. Permettez-moi que je mette une nuance là-dedans. Il y a aussi la dimension régionale. On oublie tout le temps. Vous dites tout le temps l'Europe des nations. Mais ça, c'est une idée du XVIIIe siècle. Avant, c'était l'Europe des régions. Je crois que la nation est la figure politique de référence aujourd'hui. Les régions sont à l'intérieur des nations et souvent, quand on parle, par exemple, de la Catalogne comme d'un régionalisme, eh bien, c'est une manière pardonnez-moi d'en parler avec quelques condescendance, parce que les Catalans ne se voient pas comme des régionalistes, mais comme des nationalistes. Ils ne se voient pas comme une région, mais comme une nation. Mais si on pousse votre logique au bout, alors là, les Bretons, les Corses, les ci, les ça, les Berrichons, les Souabes. Parce que c'est à ce moment aussi qu'il faut tenir compte de l'œuvre de l'histoire dont je parlais. Oui. Et effectivement, certaines nations ont pris forme. Par exemple, la France est une nation profondément unitaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, elle a réussi, pas simplement par des moyens tendres, à constituer une unité profonde. C'est dit de façon très gentille. Je retourne à la Grande-Bretagne. Il n'y a pas le même degré de conscience nationale, par exemple, chez les Gallois que chez les Écossais. Chez les Anglais eux-mêmes, selon les sondages qu'on regarde, les Anglais sont particulièrement pro-Brexit. Les Écossais beaucoup moins, les Gallois aussi. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a un conflit des intérêts nationaux à l'intérieur même de la Grande-Bretagne autour de la question du Brexit et du rapport à l'Europe. Si l'Angleterre quitte l'Europe, vous pensez qu'il y aura un jeu, vous évoquez un jeu de domino, on parle de la Czechsite aussi, la Tchéquie qui pourrait sortir, il y a d'autres pays qui sont assez tentés aussi par l'aventure, surtout les Scandinaves. Il y a deux hypothèses pour l'instant. Il y a l'hypothèse effectivement d'une théorie du domino souverainiste, c'est-à-dire chacun se dit, bon, mais s'ils s'en vont, on va nous aussi élargir notre domaine d'autonomie, peut-être même ressaisir notre souveraineté pleinement. Et il y a ceux, inversement, qui disent enfin débarrasser du mauvais joueur britannique, l'Europe va pouvoir enfin se fédéraliser vraiment. J'ai tendance à y voir une forme de pensée magique, c'est-à-dire, je vois mal devant la réaction britannique, soudainement dire un grand sursaut unificateur fédéraliste. Qui viendrait d'où? Alors là, on nous dit, c'est l'espèce d'éternel discours médiatico-politique sur le couple franco-allemand. Or, il suffit de regarder, par exemple, la question du rapport à la Turquie, la question des migrants, la question de Schengen, pour voir comment Français et Allemands n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Au niveau du gouvernement, pas au niveau du peuple. Mais au niveau du gouvernement, il y a cette idée d'un saut fédéral, pour le dire ainsi. Ça, mais dans les peuples, d'ailleurs, je voyais un sondage récemment, ça mériterait d'être validé par quelques autres, mais comme quoi une bonne partie des Français seraient favorables aussi à un Franxit, pour le dire ainsi. Voilà, oui. Donc, le discours médiatique dominant nous dit c'est par repli identitaire, crispation identitaire, peur de l'autre, toujours des explications qui pathologisent la dissidence. On est en droit aussi d'y voir un souci démocratique, c'est-à-dire si la nation a une conscience forte d'elle-même, eh bien elle est en droit de vouloir reconstituer des institutions qui lui permettent de se gouverner elle-même. Et peu importe le discours de certaines élites mondialisées qui nous disent les problèmes sont aujourd'hui mondiaux, donc il n'y a pas de solution politique nationale possible. Et bien, ce qu'on constate, c'est que sur des questions comme l'immigration, la sécurité, les politiques sociales, les politiques de citoyenneté, une politique nationale est encore tout à fait possible pour peu qu'elle ne soit pas paralysée A, par des instances européennes supranationales, B, par l'idéologie des droits de l'homme qui écrase le politique, et C, probablement par des administrations paralysantes tellement elles sont obèses. Il y a un autre observateur qui regarde tout ça avec on se pour les champs les babines, c'est Vladimir Poutine, Mathieu Bocoté, parce que l'Angleterre, qui a été à l'avant-poste, d'ailleurs à partir des années 98, dans la défense militaire de l'Europe, une défense commune, elle a participé beaucoup. L'Angleterre qui quitte l'Europe est donc affaiblie d'un de ses grands membres. Vladimir Poutine, qui est en bisbille avec l'Occident, il se frottera bien les mains de ça, vous pensez pas? Mais on peut voir les choses autrement aussi. Quels sont en Europe, parmi les peuples les moins enthousiastes à l'idée de se fédéraliser ou de se supranationaliser? Ce sont les petits peuples d'Europe de l'Est. Oui. Les Polonais. Les Baltes, justement, les Hongrois. Bon, alors on peut ne pas apprécier particulièrement le gouvernement de Budapest en ce moment. Qui lui fustige, Viktor Orban qui dirige la Hongrie, fustige le Brexit britannique alors qu'il est contre l'Europe lui-même. Mais ce qui est assez particulier là-dedans, c'est de voir comment les petites nations d'Europe de l'Est, elles-mêmes n'ont
alors qu'elle se méfie de Vladimir Poutine avec raison, lui qui a une tentation impériale. Oui. Les petites nations de l'Europe de l'Est, néanmoins, ont, comment dirais-je là, ont une conception presque britannique de l'Union européenne, c'est-à-dire une Europe politiquement minimaliste parce qu'elles gardent le souvenir de l'URSS et elles ont quelquefois l'impression que on est devant une espèce de d'Union européenne qui remplacerait dans sa prétention impériale l'ancienne maison soviétique. D'autant plus qu'il y a le parapluie de l'OTAN qui surplombe oui, cette elles Union se sentent européenne. davantage protégées par l'armée américaine que par l'esprit de solidarité européen. Maintenant, Mathieu, moi je veux bien, excusez-moi je vous interromps, mais Vladimir Poutine va quand même, si l'Angleterre sort, ça va renforcer la position russe face à l'Europe. Ça dépend ce qu'on veut dire par là. C'est-à-dire... Il va pas envoyer des chars, mais quand même. Ben, ça dépend ce qu'on veut dire par là, vraiment. C'est-à-dire, je ne vois pas exactement en quoi, par exemple, la France, l'Allemagne s'appuyait particulièrement sur les Britanniques pour être capable de faire front devant les Russes. Ce qui réapparaît en fait plus fondamentalement, c'est une logique géopolitique classique avec des États qui ont une relative politique de puissance. Et ce qu'on constate, c'est que l'Europe, fondamentalement, même si on avait voulu la faire, si on avait voulu faire de l'Europe non seulement une espèce de figure de l'impérialisme humanitaire, mais une Europe puissance, eh bien, l'Europe est impuissante. L'Europe, comme acteur historique, est impuissante pour une raison compréhensible, c'est que les Allemands et les Français et les Britanniques et les Italiens n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. Alors, quand vous n'avez pas les mêmes intérêts fondamentaux sur le plan géopolitique, on l'a vu au moment de l'effondrement de l'ex-Yougoslavie, avec des Français favorables d'une relative unité de la Yougoslavie, avec des Allemands favorables à l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie. Moi, quand les nations n'ont pas les mêmes intérêts, il est difficile de constituer un pouvoir fédéral qui s'imposerait sur la scène de l'histoire. Je suis d'accord avec vous, Mathieu Bocoté, mais est-ce que ces nations-là, dont vous parlez en Europe, ont-elles les moyens maintenant de leur intérêt national? Ce sont des puissances moyennes dans le meilleur des cas. Ce qui est certain, c'est que l'Europe neutralise ce qui leur reste souvent de puissance nationale. On a dit, par exemple, l'Europe était la meilleure barrière devant des migrations massives. Oui. Manifestement, ça n'a pas fonctionné. Et quand il y a eu des moments où les nations où l'Europe a dû intervenir d'une manière ou de l'autre, ce sont ces nations qui sont intervenues à tort ou à raison. Par exemple, la France en Libye, on peut penser que c'était pas l'opération du siècle, loin de là. C'est pas la plus intelligente. Mais c'est la France qui avait les moyens d'intervenir et pas le machin européen. Je veux bien, mais elle pourra pas le multiplier partout, ni l'Allemagne, qui est plutôt pacifiste, l'Italie encore moins. D'accord, je n'invite aucune de ces nations à avoir une politique impériale non plus, mais qu'elles aient des intérêts communs, ça me paraît aller de soi. Mais manifestement, l'Union européenne sert mal ses intérêts communs, et c'est pourquoi, en bonne partie, même si ce n'est pas que ça, les Britanniques multiplient les points d'interrogation devant l'Europe. Je ne suis pas certain que le Brexit va passer, loin de là, j'ai plutôt tendance à croire une courte victoire du Remain, mais ce n'est pas impossible. Pensez-vous que le meurtre de Joe Cox, député travailliste, a fait changer un peu le vent? Je pense que c'est le genre d'événement qui fait basculer le cours de l'histoire. Et qui montre bien aux adversaires du nationalisme que le nationalisme mène à l'assassinat, au totalitarisme, etc. Selon la fameuse formule d'aujourd'hui, pas d'amalgame, c'est-à-dire un militant néo-nazi ne représente pas le camp du Brexit. Il faut quand même pas virer fou. Cela dit, c'est le genre d'événement qui peut effectivement faire basculer le cours de l'histoire, une espèce de meurtre qui dévierait le cours de l'histoire alors que la Grande-Bretagne était peut-être en train de ressaisir sa souveraineté. On verra bien, on fera l'analyse après le résultat. Mathieu Bocoté, c'est votre dernière chronique de la saison. On se dit à l'automne prochain? On se dit très certainement en septembre. Voilà.